Le libellé de la dissertation est le suivant. Quels sont les déterminants de la mobilité sociale en France? Pour bien répondre à la question, il faut d'abord la comprendre, et pour cela, analyser les termes d'intitulé du sujet. On distingue 3 types de termes. Les premiers, c'est la nature du travail à faire. Ici, quels sont? Autrement dit, c'est un énoncé inventaire, il va falloir énumérer. Puis, les facteurs, c'est-à-dire les déterminants, les causes, les explications. Ensuite, il faut s'intéresser aux termes qui relèvent du domaine de connaissance. Ici, c'est mobilité sociale, que l'on peut définir comme le changement de position sociale d'un individu ou d'un ensemble d'individus, soit au cours de sa vie, c'est la mobilité intragénérationnelle, soit entre 2 générations, c'est la mobilité intergénérationnelle. Enfin, étudier les termes qui délimitent géographiquement et temporellement le sujet. Pour les pays, il y a bien un bornage, c'est la France. En revanche, pour les époques, il n'y a pas de bornage explicite. Il va falloir réaliser un bornage implicite. Autrement dit, étudier les périodes où la mobilité sociale est devenue cruciale. Avec la fin de l'Ancien Régime, puisque le statut d'origine n'influence plus en théorie le statut d'arrivée, mais aussi et surtout, ces dernières années, avec la popularité croissante du concept de déclassement. On peut alors reformuler le sujet. 2 questions sont posées derrière ce sujet. Quelle est l'importance de la mobilité sociale aujourd'hui? Est-elle forte? Est-elle faible? Mais aussi, comment expliquer cette mobilité sociale? Et notamment, quels sont les facteurs les plus importants? On peut maintenant mobiliser les connaissances qui ont trait obligatoirement à la mobilité sociale. On va alors déterminer et distinguer 2 formes de mobilité sociale. La mobilité structurelle, qui relève la transformation des emplois, et la mobilité nette, qui s'explique par une fluidité accrue de la société. 2 éléments vont alors jouer, l'école et la famille. On peut alors élaborer une problématique. Par exemple, comment expliquer la mobilité sociale encore limitée aujourd'hui? Ou bien, quelles peuvent être les raisons de l'évolution de la mobilité sociale? On peut ainsi mettre en œuvre une première ébauche d'organisation d'idées. Dans une première partie, démontrer que la mobilité sociale a augmenté, notamment grâce à la transformation des emplois et la démocratisation de l'enseignement. Puis, relativiser en montrant qu'on a encore une reproduction sociale encore forte, du fait de l'échec relatif de la démocratisation et l'influence de la famille. On peut alors analyser les documents. Le premier montre l'influence de l'origine sociale sur 2 variables. Premièrement, la probabilité d'avoir un diplôme. Deuxièmement, la probabilité de transformer ce diplôme en emploi de cadre. Prenons quelques données pour bien les lire. Par exemple, 37% des enfants de cadre ont obtenu un bac+5. 73% des enfants de cadre à bac+5 sont devenus cadres 3 ans après leur diplôme. Ce document montre ainsi l'influence de l'origine sociale sur la probabilité d'avoir un diplôme. Ainsi, la part des enfants de cadre ayant un bac+5 est 3 fois plus grande que celle d'enfants dont le père n'est pas cadre. En revanche, pour le niveau bac+2, les taux sont identiques. Un peu moins de 20% des enfants, quelle que soit leur origine sociale, vont avoir un bac+2. On remarque donc que le niveau de diplôme est différent selon l'origine sociale. On peut alors l'expliquer par des analyses théoriques, celle de Boudon et son analyse coût-bénéfice, ou bien celle de Bourdieu avec le rôle de l'habitus et du capital culturel. Ce document 1 montre aussi l'influence de l'origine sociale sur la probabilité d'obtenir un emploi de cadre. On remarque d'abord que de manière générale, plus le diplôme est élevé, plus la probabilité de devenir cadre est forte, quelle que soit l'origine sociale. Ainsi, un enfant de cadre à bac+5 a 9 fois plus de chances de devenir cadre qu'un enfant de cadre à bac+2. Ce document montre donc le rôle essentiel de l'école sur le destin social. Il est donc à relier avec la démocratisation du système scolaire. Cependant, l'origine sociale va aussi influencer la probabilité d'obtenir un emploi de cadre.
Ainsi, la probabilité de devenir cadre à Bac+5 est supérieure de 10 points pour un enfant de cadre par rapport à un enfant dont le père n'est pas cadre. Cela peut s'expliquer de plusieurs manières. D'abord, le choix de cursus est différent. On peut là aussi reprendre l'analyse de Boudon sur l'analyse coût-bénéfice et l'analyse de Bourdieu. Mais aussi, le rôle du capital social et des relations, que met en évidence Bourdieu. Le document 2 est une table de destinée. Elle montre ce que sont devenus les enfants de chaque PCS. Pour 2 années, 1977, en italique, et 2003, les données sont en gras. Prenons un chiffre. En 2003, 6% des hommes actifs ayant un emploi ou anciens actifs ayant eu un emploi, âgés de 40 à 59 ans, fils d'agriculteurs, sont devenus cadres. Dans une table de mobilité sociale, ce qui est essentiel, c'est la diagonale, puisqu'elle mesure les mobilités sociales. Globalement, les chiffres sont faibles en 1977 et 2003, et ils sont aussi en baisse entre 1977 et 2003. Ainsi, sur 100 fils d'agriculteurs, 36 sont devenus agriculteurs en 1977, 22 en 2003. La reproduction sociale est donc plus faible en 2003 qu'elle ne l'était en 1977. 2 exceptions toutefois. Les enfants de cadre. Sur 100 fils de cadre, 48 sont devenus cadres en 1977 et 52 en 2003. Et les enfants d'employés. Sur 100 fils d'employés, 15 sont devenus employés en 1977, 17 en 2003. On peut ensuite s'interroger aux trajets sociaux des mobiles. Les trajets sont courts. Ainsi, en 2003, 22% des fils d'artisans sont devenus cadres. Ou bien, toujours en 2003, 33% des fils de professions intermédiaires sont devenus cadres. Ensuite, ce sont des trajets globalement ascendants. Et on note aussi une augmentation de la mobilité ascendante entre 1977 et 2003. Le pourcentage d'enfants de professions intermédiaires devenus cadres a augmenté de 10 points. De même, le pourcentage d'enfants d'ouvriers devenus cadres a lui été multiplié par 2,5. Il y a donc eu une augmentation de la mobilité ascendante entre 1977 et 2003. Le document 3 montre quant à lui l'évolution de la structure des emplois entre 1962 et 2007. Par exemple, en 2007, 20% des actifs sont employés. On note une transformation des emplois. En effet, en 1962, 40% des actifs étaient ouvriers et 30% indépendants. On a eu, entre 1962 et 2007, une translation vers le haut des emplois. En effet, la part des emplois qualifiés et valorisés socialement, cadres et professions intermédiaires, a été multipliée par 4. Elle est passée d'à peu près 10% à 40% en 2007. Ainsi, une grande partie de la mobilité sociale observée est structurelle. On a eu une transformation des emplois. Les emplois d'ouvriers ont globalement disparu au profit d'emplois de cadres. Le document 4 montre l'évolution de la probabilité d'avoir le bac entre les générations 66-70 et 86-90 pour les enfants d'ouvriers employés d'un côté et les enfants de cadres et professions intermédiaires de l'autre. Ainsi, 88% des enfants de cadres ou de professions intermédiaires nés entre 86 et 90 ont eu le bac. Première information que l'on peut tirer de ce document, c'est que les inégalités face à l'obtention du bac ont diminué. Ainsi, pour la génération 66-70, un enfant de cadre ou profession intermédiaire avait 3 fois plus de chances d'avoir le bac qu'un enfant d'ouvrier employé. Il y a donc eu un effet positif de la démocratisation scolaire. Le statut d'origine influence moins le diplôme. Cependant, les inégalités persistent. Pour la génération 86-90, un enfant de cadre ou profession intermédiaire a encore 1,5 fois plus de chances d'avoir le bac qu'un enfant d'ouvrier employé. Cela montre aussi l'inflation du diplôme et la dévaluation du diplôme, puisque le taux d'accès d'une génération au bac augmente.
On peut alors organiser et réaliser le plan détaillé. Dans une première partie, on montrera que la mobilité a augmenté entre 1977 et 2003 grâce à la transformation des emplois et la démocratisation scolaire. Puis, que la reproduction sociale est encore forte, du fait de l'échec relatif de la démocratisation et de l'influence de la famille. Dans cette première partie, il faut d'abord élaborer un constat, notamment avec le document 2, pour montrer cette augmentation de la mobilité sociale, puisque la reproduction sociale est plus faible, et cette mobilité ascendante est plus forte. On va leur en donner des explications. La plus grande partie de la mobilité est une mobilité structurelle. Les emplois sont plus qualifiés, ce qu'on a vu dans le document 3. En revanche, il y a aussi une mobilité nette, une plus grande fluidité sociale, qui a été notamment assurée grâce à la démocratisation scolaire. L'égalité des chances est plus grande. Dans une société où le diplôme influence fortement l'emploi, ce que l'on a vu dans le document 1. On pourra ensuite relativiser en mettant en évidence que la reproduction sociale est encore forte. D'abord en élaborant un constat. La reproduction sociale est forte et en hausse pour les enfants de 4. Comment expliquer cette reproduction sociale encore forte? Car la fluidité est encore limitée, notamment du fait des limites de la démocratisation scolaire. Comment expliquer que la démocratisation scolaire n'ait pas atteint totalement ses objectifs? Premièrement, les effets pervers de la démocratisation scolaire. Il y a eu inflation des diplômes, dans le document 4, et le diplôme perd de la valeur, notamment pour les diplômes les plus répandus comme le bac. Ensuite, les inégalités persistantes face au diplôme expliquent cet échec de la démocratisation scolaire. On peut plutôt parler de massification scolaire. On peut alors l'expliquer par l'analyse de Boudon, qui opère une analyse coût-bénéfice, et celle de Bourdieu, l'habitus et le capital culturel. Cette démocratisation scolaire a été aussi limitée car elle influence certes l'accès au diplôme, mais pas la transformation du diplôme en emploi, comme on a vu dans le document. Et là, on pourra réutiliser l'analyse du Bourdieu et du capital social. Pour l'introduction et conclusion, pour l'accroche de l'introduction, on peut prendre une idée d'un document. Par exemple, que la probabilité de devenir cadre ne dépend pas seulement du diplôme, mais aussi de l'origine sociale. Ainsi, notre conception méritocratique du système scolaire est remise en cause. Mais aussi d'une idée d'actualité. Ainsi, l'enquête OpinionWay de février 2016 montre qu'il y a une meilleure insertion des jeunes sur le marché du travail, notamment quand ils sortent d'une grande école. Or, la probabilité de sortir d'une grande école est fortement dépendante de l'origine sociale. En conclusion, on peut soit relier au chapitre justice sociale de Regard croisé et à se poser la question sur quelle égalité et quelle justice sociale, soit relié au concept de déclassement, ou de peur du déclassement, c'est-à-dire l'opposition entre les thèses de Chauvel et de Morel.